Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat avec les télés locales de France, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec TV5 Monde aussi et la presse quotidienne régionale qui est notre partenaire quotidien. Dans un instant, c'est le JT des territoires réalisé avec le partenariat des télévisions locales de France. Puis à 8h, l'invité politique de Territoire d'Info sur ce plateau en direct, c'est Brune Poirson, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire qui sera notre invité. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un instant. À tout de suite. On démarre ce journal avec Notre-Dame-des-Landes. Les agriculteurs historiques signent une convention, un retour, semble-t-il, à la légalité et un signe d'apaisement. C'est ce que retiennent 4 agriculteurs historiques de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, expropriés depuis 2013, après la signature d'une convention d'occupation temporaire avec la préfecture. La première étape, ils l'espèrent, d'un retour rapide à la normale, et Adrien Godet pour Télé-Nantes nous le raconte. Ils avaient refusé expropriation et indemnité. 5 ans plus tard, les agriculteurs historiques de la ZAD signent pour retrouver l'usage de leurs terres. Une convention valable 1 an en attendant, ils l'espèrent, de redevenir propriétaires. Enfin, concrètement, au quotidien, ça ne change rien pour nous. On exploitait nos terres, on continue à les exploiter. Après, c'est juste, effectivement, un retour à la légalité. Ça sera un soulagement quand on aura un bail à plus long terme, quoi. Un bail d'1 année pour nous. Enfin, je veux dire, ça reste précaire. Il faut qu'on puisse travailler sereinement. On a du travail dans nos exploitations, mais aussi que les riverains, que les gens de Notre-Dame, de Vigneux, puissent aller au travail sans être embêtés, sans qu'il y ait des barricades. Je vous dis encore, d'un côté ou de l'autre, que les routes soient bouchées, qu'il y ait des tranchées, tout ça. Un message clair envoyé aux occupants les plus radicaux de la ZAD, mais aussi à l'État, pour que les gendarmes libèrent la zone. Je dirais laisser un minimum, quoi. Voilà. Pour aussi laisser les gens sur la zone discuter entre eux, voir ce qui peut être fait au mieux pour éviter la casse simplement, quoi. C'est le rôle qu'on joue un peu ici, je pense, en signant des choses qui vont dans la légalité. Mais c'est évident qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre par rapport à ça. Sur les 28 projets agricoles déposés à la préfecture, 15 sont déjà aboutis. Une dizaine doit encore être approfondie. Aucun n'est rejeté pour l'heure. Je pense qu'on a fait un grand pas vers l'apaisement. C'est la première fois depuis des années qu'on sait à peu près qui habite là et qui fait quoi. Donc je pense que c'est un très grand pas. Maintenant, il y a des gens qui ne souhaitent pas que les choses s'apaisent. Il en sera question ce mercredi à Matignon. La préfète est notamment attendue par le Premier ministre Édouard Philippe pour évoquer la suite des opérations. C'est un enjeu important. Comment redonner ces lettres de noblesse à l'apprentissage alors que la réforme sera présentée en Conseil des ministres? Focus sur les centres de formation d'apprentissage en Bretagne qui recrutent des apprentis jusqu'à 30 ans. Se former par la voie de l'apprentissage, c'est désormais possible depuis septembre et la Bretagne fait partie des 9 régions françaises qui expérimentent un élargissement de la tranche d'âge des apprentis au-delà de 25 ans. Une modification apportée par la loi travail votée en 2016. Fanny Coconnier pour TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Ces élèves en poissonnerie au CFA de Lorient participent au concours de meilleurs apprentis de France. Désormais, des candidats de plus de 25 ans peuvent y prétendre. La Bretagne fait partie depuis 2016 d'une des 7 ou 9 régions pour lesquelles l'apprentissage un contrat peut être conclu jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc ça nous paraît effectivement être une bonne chose. Ce sont des jeunes qui sont souvent en réorientation. Des élèves plus âgés dans ces formations en alternance, ce sont des profils différents pour les chefs d'entreprise qui les recrutent. Un employeur peut être effectivement fortement intéressé parce que le jeune va avoir de la maturité, va avoir de l'autonomie. Je dirais ce qui est peut-être moins intéressant, c'est que le salaire n'est pas celui d'un jeune apprenti, mais je ne veux pas croire que ce soit le salaire qui motive le recrutement d'un employeur. Cécile Alain fait partie des 4 apprentis de plus de 25 ans inscrits au CFA de Lorient. Après des études et un emploi dans l'animation, elle s'est inscrite en septembre en bac pro électrotechnique, une des filières qui a du mal à recruter. Je savais que c'était un métier qui était en recrutement.
le secteur du bâtiment en pleine expansion en ce moment, et c'est vrai qu'il recherche pas mal de personnes à embaucher du coup, et l'apprentissage me permettait d'avoir quand même une rémunération tout en étant apprenant dans un centre de formation. Rares sont les jeunes de plus de 25 ans à s'être lancés dans l'apprentissage lors de la rentrée de septembre. La région n'en compte que 150 sur les 18 000 apprentis bretons. Direction Lille maintenant pour le 24e congrès de Force ouvrière qui a débuté ce lundi au Grand Palais. Hier, la parole était aux délégués syndicaux qui ont rendu hommage à Jean-Claude Mailly pour son départ après 14 ans à la tête du syndicat. Olivier Céleste pour WEO TV dans le Nord le suit pour nous ce congrès. Deuxième jour de congrès pour Force ouvrière qui s'est installé au Grand Palais à Lille pour sa 24e édition. Pour le syndicat, l'heure est au bilan à l'issue du dernier mandat du secrétaire général Jean-Claude Mailly qui s'apprête à passer la main. Même si le bilan est mitigé pour certains militants, beaucoup ont tenu à rendre hommage à l'homme qui a dirigé pendant 14 ans le syndicat historique. C'est sans regret que Jean-Claude Mailly quitte Force ouvrière. Ce qui est fait est fait. Alors on réussit des choses, on réussit pas tout, c'est évident. Et je pense que sans oublier le passé, parce qu'on doit construire sur le passé, mais il faut toujours regarder devant. Et y compris encore aujourd'hui, je regarde devant plus que dans le rétroviseur. Ce deuxième jour de congrès du 3e syndicat de France était dédié aux prises de parole des délégués. Une occasion de recentrer les débats et de s'unifier. De ne pas être un parti politique, mais d'être un syndicat libre et indépendant, donc qui définit ses revendications pour défendre les salariés tout seul. Vendredi, le syndicat risque de prendre un tournant plus contestataire à l'image de Pascal Pavageau, seul candidat au poste de secrétaire général. Immobilier maintenant, l'écart se creuse entre Paris et la Grande Couronne. L'année 2017 était une année record pour le marché de l'immobilier francilien. Alors si à Paris les prix ont augmenté de presque 9%, ils ont cependant peu progressé en Grande Couronne et ce malgré une forte demande. Alors pourquoi un tel écart entre Paris et sa banlieue? Les explications avec Sébastien Côté de Via Grand Paris. Des logements qui valent de l'or. Dans la capitale, le prix de l'immobilier bat des records. Fin 2017, le mètre carré se négociait à 9 040 €, soit une hausse de 8,6% en un an. Désormais, plus aucun quartier n'échappe à cette flambée des prix. Exemple, dans cette agence du 20e arrondissement. À 7 800 € le mètre carré en moyenne, les prix ont progressé d'environ 10% sur les 3 derniers mois de l'année. Le 20e est un très très bon marché de report. C'est-à-dire que les personnes qui voulaient acheter dans le 11e et qui voulaient acheter dans le 12e, sur des prix qui sont déjà très très hauts, elles préfèrent acheter plus de mètres carrés sur du 20e à des prix qui sont quand même attractifs par rapport à ces quartiers-là. L'agence propose ce bien à 10 250 € le mètre carré, soit une augmentation de 2 000 € par rapport à 2016 pour le même type d'appartement. Dans de l'ancien, en étage élevé, avec parquet, moulure et cheminée, en 2016, on l'aurait vendu dans les environs de 8 700 voire 8 900 € du mètre carré. Voilà, forte attractivité du fait de la surface, du fait aussi de l'ancien, c'est quand même un bon produit, et il a pris quand même une certaine augmentation. Si les logements sont toujours plus chers dans la capitale, en Grande Couronne, les prix progressent peu, plus 1,4% pour les appartements, plus 2,9% pour les maisons. L'écart n'a d'ailleurs jamais été aussi élevé depuis plus de 20 ans. Principale raison, la raréfaction des biens à Paris. Quand vous cherchez un bien à Paris, tout le monde le dit, il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à vendre. Donc forcément, ce déséquilibre entre offre et demande fait que les prix montent. En Essonne, département le moins onéreux d'Île-de-France, acheter un appartement coûte 3 fois moins cher qu'à l'intérieur du périphérique. Il y a beaucoup de construction. Et donc du coup, le déséquilibre entre l'offre et la demande est beaucoup moins fort. Et il y a quand même, et c'est pour ça qu'on constate ces dernières années, des augmentations de prix tout à fait raisonnables. Aujourd'hui en Essonne, un logement se négocie en moyenne à 2 500 € le mètre carré. Cela concerne beaucoup d'entre vous, j'allais dire, d'entre nous. Alerte au pollen, un pic d'allergie au pollen s'est produit ces derniers jours à la météo printanière. Explications et conseils par l'allergologue Étienne Baudouin, qu'Hélène Leplat a rencontré pour Vosges Télévisions. On l'écoute.
Le pic a été sévère et lié à ce petit avant-goût d'été ressenti depuis la mi-avril qui a engendré une forte production de pollen, notamment de bouleau, réputé très allergène. Le département des Vosges, comme la totalité du Grand Est, était d'ailleurs en alerte rouge. Éternuement, inflammation des yeux, ce sont les symptômes récurrents chez les allergiques que connaît bien le docteur Étienne Baudouin, allergologue au centre hospitalier d'Épinal. Lorsqu'il fait pluvieux, un temps pluvieux, les pollens retombent au sol et la dissémination des pollens se fait par le vent. Donc la combinaison du temps chaud, sec et venteux est pour le moins préoccupant pour les allergiques au pollen de bouleau. Il y a un terrain génétique qui définit ce que l'on appelle le terrain atopique, qui est cette prédisposition à fabriquer des anticorps allergiques vis-à-vis de l'environnement. Et on estime grosso modo en France qu'il existe 15% de la population qui serait allergique au pollen. Tu connais le système, hein? Alors les Vosges s'intègrent dans le Grand Est de la France et on retrouve les mêmes pollens, à savoir une influence des pollens d'arbres qui sont d'abord les noisetiers et les bouleaux en mars-avril, et va succéder également la saison des pollens de graminées au mois de mai-juin. Pour se prémunir, le mieux est d'éviter de sortir entre 11h et 16h et surtout bien aérer les intérieurs, de préférence le matin et le soir. Si les symptômes persistent, un traitement peut s'imposer. Il est difficile d'assurer une éviction comme c'est le cas de toutes les allergies. La seule chose dont on dispose, il est d'origine médicamenteuse, de prendre des antihistaminiques par voie générale, par voie locale avec des collyres et au niveau nasal. Et lorsque la saison est terminée, de revoir les patients pour d'une part faire le bilan et leur proposer une désensibilisation qui est le seul traitement efficace. Chaque année en France, le nombre d'allergiques augmente. Il a été multiplié par près de 10 en 50 ans. Voilà, c'était le JT des territoires qui continue d'ailleurs, préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, c'est le Club de la Presse avec Patrice Moyon et Jean-Michel Helvig. Tout de suite, c'est la une de vos journaux. On poursuit cette revue de l'actualité avec les journaux de la presse quotidienne régionale. A tout de suite. On démarre avec la une de Ouest France, bien sûr, le plus grand quotidien francophone du monde qui titre sur France-États-Unis l'Iran, véritable enjeu pour le grand journal dirigé par François-Xavier Lefranc. Pour Sud-Ouest, rédacteur en chef Jean-Pierre Dorian, c'est Trump-Macron aussi, les dessous de l'entente. En visite aux États-Unis, le président français affiche sa complicité avec son homologue américain. Vous avez vu sur toutes ces images récentes. Pourtant, les sujets de divergence subsistent. Et c'est un reportage de l'envoyé spécial de Sud-Ouest à Washington. Et on en parlera avec un des éditorialistes d'ailleurs du groupe Sud-Ouest de la Nouvelle République, Jean-Michel Helvig, dans un instant. Pour le courrier Picard, un espoir de sortie pour la SNCF, en ce qui concerne la grève. C'est dans un entretien au courrier Picard, le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, défend la réforme alors que le Premier ministre, vous le savez, va recevoir les syndicats à Matignon. Pour le Télégramme, grève, l'économie fait le gros dos. Ce sont les répercussions des grèves à la SNCF et à Air France qui font sentir dans plusieurs secteurs de l'économie, notamment celui du tourisme. On en parlera dans un instant avec Patrice Moyon de Ouest France qui est sur notre plateau. Pour la Nouvelle République, c'est en pleine tempête. Vauquier garde le cap. Le président des Républicains était dans le Loir-et-Cher. Il est distancé dans les sondages, vous le savez, mais il maintient la direction, nous indique la Nouvelle République, dirigée par Christophe Hérigaud. Et le rédacteur en chef, c'est Bruno Bécard. Pour le Midi Libre, route d'Occitanie, la carte des dangers. Le réseau secondaire est parmi les plus meurtriers de France et c'est le point par département de cette région, l'Occitanie, à la une du Midi Libre aujourd'hui. Pour la Dépêche du Midi, le grand quotidien d'Occitanie aussi, Grand Toulouse faisait son mai 68 il y a 50 ans. Le 25 avril 1968, la faculté de lettres de Toulouse était évacuée par la police. Ainsi ont commencé les événements, les fameux de mai. C'est à la une de la Dépêche aujourd'hui. Pour le Berry républicain, un des journaux du groupe La Montagne Centre-France, coordonné par Olivier Bonichon, c'est le printemps de Bourges. Ce sont les femmes qui ouvrent le bal, symbole d'une programmation largement féminine. C'est Juliette Armanet et Catherine Ringer sur cette photo, d'ailleurs, vous la voyez, qui vont ouvrir donc le printemps de Bourges aujourd'hui. Et puis pour Presse Océan, il lui rend hommage. Ce matin, c'est la disparition d'une légende, Henri Michel, étoile du FC Nantes, qui est mort à l'âge de 70 ans. Il avait remporté 3 titres de champion de France et une Coupe de France avec les Canaries.
Une belle photo d'Henri Michel, jeune à la une de Presse Océan. Voilà, Club de la Presse, je vous le disais il y a un instant, avec Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées, un des journaux du groupe Sud-Ouest. Voilà, dans un instant on va parler de la ZAD et également des problèmes liés au tourisme aujourd'hui avec Patrice Moyon. Mais tout de suite on va repartir pour Washington avec Jean-Michel Elvig, avec le dîner d'État à la Maison-Blanche. Un peu plus guindé d'ailleurs, après la mise en scène de leur proximité avant-hier. Emmanuel Macron et Donald Trump étaient donc hier soir à ce dîner d'État à Washington, ce dîner d'État donné par Donald Trump. Et vous dites Macron-Trump et les autres dans tout ça. Pourquoi vous avez l'impression qu'il n'y a qu'eux et le reste du monde ? En l'occurrence, puisque tous les deux se rencontrent, toutes les caméras et les micros sont tournés vers eux. C'est une visite bilatérale. Mais c'est pas, les deux ne sont pas les maîtres du monde. Il se trouve que la diplomatie est un jeu un peu complexe, et il se trouve qu'il y a une échéance que tout le monde redoute, qui est l'échéance du 12 mai, où le président américain doit annoncer qu'il allait dénoncer le traité nucléaire avec l'Iran, le traité qui faisait que l'Iran renonçait à l'armement nucléaire, en échange de quoi il y aurait une levée des sanctions. C'est un accord qui date de 2015. Or, si cet accord est déchiré par les États-Unis, ça veut dire que l'Iran, à ce moment-là, et ils l'ont déjà dit, feront ce qu'ils avaient commencé à faire, c'est-à-dire feront l'enrichissement d'uranium nécessaire pour faire une bombe. Donc, problème pour prolifération nucléaire, déstabilisation de la zone, etc. etc. Donc, la visite de Macron est l'enjeu. Il y a beaucoup d'autres enjeux, mais il se trouve que là, il y avait un enjeu ponctuel. On attendait beaucoup Macron, c'est le seul chef d'État. Alors peut-être il y a Angela Merkel qui va venir vendredi, mais disons qu'il y avait une première visite d'État, donc une certaine polarisation autour de cette visite. Et il se trouve que il semble que Macron a réussi à trouver une formule qui a vous écrivez, justement, vous écrivez, on a du moins abouti. Vous écrivez dans la République des Pyrénées ce matin, on a du moins abouti à des formulations pouvant laisser espérer que les États-Unis pourraient d'ici le 12 mai ne pas déchirer l'accord sur le nucléaire. C'est l'idée qu'il y a un nouvel accord, donc on ne remet pas forcément en cause l'accord conclu, mais on veut le dépasser. Nouvel accord, c'est une formulation d'Emmanuel Macron, ça. Oui, enfin, qui a peut-être été négocié entre les deux, qui élargirait à des problèmes comme le problème des missiles balistiques, l'interdiction des missiles balistiques, le problème de la durée de l'accord, etc. Tout problème d'ailleurs qui avait été soulevé en 2015. Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères, n'était pas pour cet accord, mais Barack Obama voulait absolument le signer. Bon. Donc il s'agirait de... Parce quoi, il souhaitait qu'il y ait un bilan diplomatique un peu meilleur que celui qu'il allait laisser. Donc ça peut laisser supposer qu'à ce moment-là, la décision de Trump pourrait être de ne pas déchirer tout de suite cet accord. Mais le problème, quand je dis dans tout ça, c'est que d'abord, avec Donald Trump, on n'est jamais sûr de ce qu'il va dire et faire le lendemain. C'est quand même quelqu'un d'inconstant. Et puis, il ne faut pas oublier que cet accord, c'était l'Iran d'un côté et les membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne de l'autre. Ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, pour négocier un nouvel accord, déjà que pour obtenir cet accord, ça avait été très compliqué, très long et très compliqué. Il faudrait d'abord que les Iraniens acceptent pas de renégocier, mais il faut de faire une nouvelle négociation, ainsi que les Russes, les Chinois. Donc, et dans tout, voilà, effectivement, le problème se pose et les autres, comment les autres vont-ils se situer par rapport à cette ébauche d'accord entre les deux présidents. La question que j'ai pour vous, Jean-Michel Elvig, c'est est-ce qu'au fond, cet accord a été conclu trop tard? Vous parlez dans votre article de Barack Obama qui voulait absolument cette signature pour au fond avoir un bilan diplomatique un peu meilleur par rapport à ce qu'il était jusque-là. Est-ce qu'on a pris tout ça trop tard? Oui, on comprend. Barack Obama avait un bilan diplomatique assez faible pour son second mandat. Il voulait absolument signer. D'ailleurs, au demeurant, cet accord était une bonne chose. C'est pas. Mais arrive Trump qui a fait sa campagne contre cet accord. Donc, alors le problème aussi, c'est que si on se déplace un peu et qu'on n'est pas seulement le point de vue et notre président, qu'est-ce qu'il a fait dans tout ça, du point de vue américain, c'est assez compliqué puisque Trump
va négocier, va discuter, va rencontrer Kim Jong-un, le leader nord-coréen, parce que les précédents dictateurs nord-coréens n'avaient jamais obtenu ça d'un président américain, alors qu'il y a quelques mois, sinon un an, Trump menaçait de raser la Corée du Nord. Il lui accorde ce que finalement l'autre voulait, c'est une forme de reconnaissance internationale. Donc, il veut faire un accord avec Kim Jong-un pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne, et en même temps, il veut dénoncer un accord qui amènerait à une prolifération nucléaire au Proche-Orient. Donc c'est le côté incohérent et le côté très compliqué dans tout ça, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une conférence de presse plus ou moins réussie, encore que à force de se palper l'un l'autre, ça finit par devenir quand même un peu dérangeant. On a vu les images derrière vous tout à l'heure, oui. Mais bon, c'est pas... Non, il les poussette. Bon. Il lui a enlevé après, une poussière, on va dire, sur le costume. Les mains dans le dos, ceci, cela, il y en a peut-être un peu trop. Mais le problème, c'est, encore une fois, une fois que les lampions se sont éteints à Washington, qu'est-ce qui va se passer maintenant à Téhéran, Moscou et ailleurs? C'est aussi la une de Ouest France, États-Unis, les États-Unis et Patrice Moyon avec le véritable enjeu, Iran, le véritable enjeu. Alors, devant les Français de Washington, Macron se la joue Kennedy, écrit French Morning, qui est un journal francophone aux États-Unis. Et il a démarré sa visite aux Français de Washington en leur disant, quand on se demande si les Français ont de l'énergie, eh bien la réponse est là. Il a montré de l'énergie, le président Macron, pendant ce séjour, cette visite d'État, Patrice Moyon. Oui, il montre toujours de l'énergie. Pascal Pavageau, là, qui devrait prendre la suite de Jean-Claude Mailly à la tête de FO, dit que c'est une bête de com'. Oui, il est monté sur pile, il est monté sur ressort, le président Macron. On voit bien dans toutes les réformes qui se succèdent depuis le début du quinquennat. Et son style diplomatique, quand même, change beaucoup. Là, donc, cette revue française aux États-Unis dit que, au fond, Macron, il est connu du coup des Américains, alors que c'était pas le cas de nos présidents précédents. Voilà. Ce qui est sûr... Cette com, au moins, fonctionne dans un pays où la com fonctionne. Non, ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron a changé l'image de la France. Oui. À la fois parce qu'il est jeune, qu'il est dynamique, mais aussi parce qu'il donne l'impression de faire ce qu'il dit. Et d'être, effectivement, on se dit, oui, la France est de retour. Alors, dans Ouest France, aujourd'hui, Notre-Dame-des-Landes, alors que les démarches de régularisation des paysans et des zadistes avancent, Édouard Philippe tranchera aujourd'hui sur l'opportunité de nouvelles évacuations. C'est dans votre journal aujourd'hui. Oui, alors, je pense qu'il y a... d'une part, un langage de fermeté qui est tenu depuis le début des opérations, et d'autre part, la prise de conscience qu'il y a un vrai risque avec Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que la violence des affrontements fait qu'aujourd'hui, le gouvernement choisit à la fois de rester sur la fermeté, mais essayer d'isoler les éléments les plus durs. Puisqu'on parle maintenant d'apaisement. Mais ils ont des projets, les éléments les plus durs. C'est ça qu'on se pose comme question. Ce que disait Françoise Vercher, qui est l'ancien maire de Bougnay, qui avait rejoint les opposants et qui a décidé de prendre du recul, elle dit aujourd'hui, sur la ZAD, il y a une face sombre et une face ensoleillée. La face sombre, effectivement, c'est celle d'une partie des zadistes qui ne sont que dans l'affrontement. Donc aujourd'hui, d'une certaine façon, le gouvernement tend la main à ceux qui ont des projets, qui ne voulaient pas se désolidariser des plus durs en disant écoutez, on vous tend la main, allez-y, on va vous accompagner. On est vraiment dans l'apaisement, dans la volonté de l'apaisement. Je pense que le gouvernement ne veut pas se retrouver avec des affrontements aussi durs que ceux qu'il a connus ces dernières semaines. Et donc Édouard Philippe tranchera aujourd'hui sur l'opportunité de nouvelles évacuations. ZAD, Matignon a le choix entre trêve et casse, c'est le papier de Ouest France aujourd'hui. Deuxième thème, dans Ouest France aujourd'hui, la fréquentation touristique. Est-ce que la fréquentation touristique est en train de subir les effets de la grève à la SNCF et à Air France ? Pas forcément, vous écrivez dans Ouest France ce matin. Pas forcément, c'est-à-dire que les entreprises du voyage tenaient une conférence de presse hier à Paris en tirant la sonnette d'alarme, en disant 2017 avait une bonne année, on respirait, on s'attendait à ce que 2018 continue. Là, les grèves risquent de casser ce processus. Alors, pour l'instant, c'est plus la météo. Ces derniers jours, la chute de 10 degrés, disent les professionnels du tourisme, qui jouent plus que les grèves. En revanche, si les grèves se poursuivent avec ces ponts, et ça semble être le cas au mois de mai,
c'est pas une bonne chose pour les professionnels du tourisme. Il faudrait surtout pas que ça se poursuive pendant l'été. Alors justement, vous signez un papier et vous avez rencontré les professionnels du tourisme. Ils sont vraiment fous de rage après la SNCF et Air France, les grévistes. Alors ils sont excédés parce que pensez aux agences de voyage qui du jour au lendemain doivent trouver des solutions pour des... Alors parce qu'il dit c'est une double gifle. C'est la grève d'Air France. Et c'est la grève de la SNCF. Donc il faut trouver au dernier moment des solutions de repli, par exemple pour des touristes qui doivent embarquer sur un paquebot à Marseille, trouver un autre moyen de transport pour des touristes qui sont bloqués ou pour des hommes d'affaires qui sont bloqués à l'autre bout du monde et qui ne peuvent pas prendre un vol Air France. Donc ils disent des heures supplémentaires. Parfois il faut travailler la nuit avec le décalage horaire. Donc oui, ils sont excédés. Mais leur perte de chiffre d'affaires n'est rien à côté des pertes subies par Air France et par la SNCF. La SNCF, c'est quand même 20 millions d'euros par jour de grève pour une entreprise qui ne se porte pas très bien. En 2016, les grèves avaient coûté 420 millions d'euros à Air France et avaient entraîné un résultat négatif pour Air France. Donc les professionnels du tourisme très remontés contre les grèves. Et puis également la météo qui a un peu joué, mais à la marge aussi. Oui. Merci Patrice Moyan. Justement, on va aller à la météo dans un instant. Je rappelle l'édito de Jean-Michel Helvig dans La République des Pyrénées sur Macron et Trump et les autres dans tout ça. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le site internet de La République des Pyrénées si vous n'appartenez pas à la zone de diffusion de La République des Pyrénées. Voilà, un des journaux du groupe Sud-Ouest. Tout de suite, c'est la météo. Justement, le temps qu'il fait en France et dans les territoires, départements français d'outre-mer, c'est-à-dire l'Amérique, l'océan Indien, le Pacifique et les Caraïbes. On regarde ça ensemble et on se retrouve avec Jean-Michel Helvig et Patrice Moyon après l'invité politique de 8h, Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.